Bonjour, bienvenue sur le podcast du multimédia, une série d'entretiens qui s'intéresse à l'apprentissage par le multimédia ou multimedia learning de easylearnconseil.fr. Je suis Frédéric Berthelet et je vous propose des trucs et des bonnes pratiques pour améliorer les formations. On est à l'ère du e-learning. L'apprenant se trouve en situation d'autonomie face à un écran avec une interface qui guide son apprentissage. Les visuels sont des éléments prépondérants pour la compréhension, bien sûr, mais aussi pour la motivation, l'engagement, la satisfaction et bien d'autres choses encore. Alors aujourd'hui, nous nous intéressons au design graphique ou communication visuelle dans un objectif d'apprentissage. J'ai invité Carl Grant, ou Miss Grant, que j'ai connu à travers ses publications très pédagogiques, super simples en apparence, et exclusivement visuelles sur LinkedIn. Merci Carl d'avoir répondu à mon invitation paradoxale, parce que j'imagine que c'est un exercice un peu acrobatique pour une graphiste que celui de parler plutôt que de dessiner. C'est vrai. Merci Frédéric Berthelet de cette invitation. Alors Carl, qui es-tu ? Alors, je suis graphiste en digital learning, en e-learning depuis les années 2000. J'ai appris le métier de graphiste en e-learning au Canada, à Montréal, où du coup à l'époque, on faisait des modules de formation sur CD-ROM. Et puis aujourd'hui, je travaille sur des modules de formation sur des sujets très très variés. Je me mets toujours à la place de l'apprenant en me demandant comment je vais lui apporter via le graphisme les informations qu'on est en train de lui faire passer. D'accord. Alors justement, on peut peut-être commencer par définir un petit peu les contours, ou qu'est-ce que ça veut dire le design graphique pour toi ? Qu'est-ce que c'est que la communication visuelle en pédagogie ? Alors moi, je dis qu'en pédagogie, on ne fait pas de la communication. On va aider visuellement à la compréhension en faisant finalement 4 choses. En simplifiant, en expliquant via une synthèse, en étant universel et en aidant à la mémorisation. Donc la simplification, ce serait transformer. Alors déjà, c'est simplement quand on me donne un module de formation, parfois je vais même demander à réécrire des textes. Par exemple, on va raccourcir une phrase. Ça aide aussi parce que moins les choses sont longues à lire, plus vite l'information va arriver au cerveau. Donc par exemple, si je prends un exemple, prendre le temps de lire l'instruction, eh bien, je vais transformer cette phrase-là en disant lire l'instruction. Ou alors, je vais utiliser une illustration d'un document avec une loupe et un œil dedans pour évoquer cette explication qui devrait être de lire l'instruction. Le fait de raccourcir aussi les phrases, ça va laisser beaucoup plus d'espace dans l'interface de l'écran que l'apprenant va regarder, puisque là, je parle en particulier lorsqu'on est devant son ordinateur, mais ça peut aussi être le cas lorsqu'on est dans une salle avec des apprenants en présence physique. Et cette libération de cet espace va apporter une espèce de meilleure concentration, enfin de focalisation plutôt que de concentration sur le message qu'on est en train de passer. Du coup, je peux aussi inclure une illustration qui va donner peut-être l'ambiance dans laquelle je suis et va bien sûr permettre la mémorisation, puisque avec l'image, mon cerveau va associer quelque chose. La grande erreur d'ailleurs que beaucoup de concepteurs pédagogiques font, c'est qu'ils vont utiliser des templates, des modèles déjà existants de modules de formation. Typiquement, c'est des choses qu'on va retrouver sur des Canva, sur des PowerPoints, même sur des Storylines, où il y a tellement de choses que l'œil fatigué à regarder ce qui se passe à l'écran va regarder ailleurs. Donc, je vais regarder par la fenêtre parce que finalement, il y a trop de choses sur l'écran. Voilà. L'information visuelle va aussi aider sur le deuxième point, c'est l'explication et faire une synthèse. Donc, expliquer une information par un dessin. Par exemple, si j'ai un personnage, si je lui dessine 3 petits traits derrière son pied,
statiquement, je vais donner l'illusion, donner l'impression, l'information que ce personnage est en train de se déplacer par ces 3 traits qui vont donner que cette impression est en train de se déplacer alors qu'il ne se déplace pas. Donc ça, c'est l'explication. La troisième fonctionnalité de l'utilisation du graphisme, c'est l'universalité. C'est-à-dire utiliser un mode de langage qui n'utilise pas de l'écriture, parce que votre public ne sait pas forcément lire, ou je ne sais pas lire la langue en question, ou je ne sais pas lire du tout. Je suis un petit enfant, typiquement, c'est les pictogrammes qu'on va utiliser dans les aéroports pour que un enfant perdu puisse quand même aller retrouver, je sais pas, reconnaître un pictogramme de l'aide. Le point d'accueil, ouais. Bon, bref, je rêve un peu parce qu'il y a aussi, bien sûr, des aéroports qui vont avoir tout dans leur langue parce que c'est aussi un coût, ça demande des ressources, tout ça. Et puis le dernier élément auquel va servir vraiment la simplification graphique, c'est la mémorisation. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment l'ancrage parce que l'œil va associer l'image avec le message. D'où la nécessité de bien choisir ces visuels. Je donne juste un petit exemple. Dans un module de formation de mathématiques pour expliquer les chiffres négatifs et les chiffres positifs, l'équipe pédagogique voulait que je représente graphiquement un thermomètre. Or, la cible d'apprenants sont des gens très jeunes, de 14 à 16 ans. Et je trouvais que ce n'était pas pertinent parce que ces jeunes, pour connaître la température de l'extérieur, vont prendre leur téléphone mobile et pas reprendre un vieux thermomètre que moi, j'ai connu enfant. Du coup, je leur avais proposé une autre solution et ça, c'est vraiment le travail du graphiste il va tout de suite se poser cette question-là. Est-ce que c'est pertinent, pas pertinent? Qu'est-ce que je pourrais vous proposer d'autre? Et là, ce que j'ai proposé, c'est un ascenseur. Donc, un ascenseur, et tu donnes l'exemple, quand je monte au 15e étage, qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est des chiffres positifs. Quand je descends au garage, je vais au -5. Voilà, pour le premier point. Pas mal d'informations déjà. Et est-ce que tu as des choses aussi à indiquer pour les formateurs qui se posent la question d'une cohérence entre un objectif d'apprentissage, tu as peut-être déjà un peu répondu, et la représentation visuelle? Qu'est-ce qu'il faudra prendre en compte? Ou comment il faudra peut-être commander ces médias? Première chose, l'objectif pédagogique va d'abord cibler qui sont les apprenants. Je vais surtout aussi me poser des questions sur leur habilité à se concentrer, à utiliser des outils technologiques, numériques, parce que on a 3 manières de taper sur le téléphone. Soit on prend le pouce, soit on prend le pouce et l'index, soit on prend que l'index et le majeur. Voilà, on a 3 normes comme ça qui ont été observées et sur lesquelles en fait on va pouvoir interagir en disant on va faire les choses comme ça. Il y a aussi dans la définition de cette cible d'apprenants, c'est leurs intentions. Quelle est leur intention à suivre la formation? Parce que j'ai besoin d'arriver à embarquer ceux qui ne veulent pas faire la formation. Voilà. Après, il y a les spécificités. Est-ce que, par exemple, ce sont qu'un groupe d'hommes? Le lieu aussi où va se faire la formation, la durée de la formation. Parce que si la formation doit durer, une journée entière devant son écran, qu'est-ce que je fais? Évidemment, l'œil va être fatigué. Je ne vais donc pas utiliser les mêmes couleurs, les mêmes contrastes de couleurs. Donc voilà. Donc moi, je dis en couleur, on peut utiliser ce qu'on veut. C'est vraiment qui est la cible, en fonction de qui est la cible, tant que les contrastes entre 2 couleurs soient assez importante pour que ce soit reposant pour l'œil et plus facile à lire. La lisibilité, du coup, est vraiment importante. Et pour ça, il y a des outils gratuits qui vous permettent de vérifier ce contraste. Voilà, peut-être qu'on pourra le mettre en annotation, mais il y a un outil gratuit de Adobe qui s'appelle Adobe Color qui permet de regarder quel est le contraste de couleur et qui va vous proposer
en fonction de ce que vous avez choisi comme couleur, de vous dire, ce serait mieux d'utiliser celle-ci et celle-ci, et qui est dans les normes de l'accessibilité. Voilà, et il faut savoir que 2 couleurs doivent être contrastées à plus de 4,5 sur 1. Enfin, faire une formation destinée à des déficients visuels, là, outre les couleurs, je vais choisir une typo qui leur est adaptée, qui est adaptée au handicap visuel. Donc, c'est une typo qui s'appelle Luciole ou Aido, il y en a d'autres pour les dyslexiques, dysorthographiques, les malvoyants. Et vraiment, faire des contrastes de couleurs importants. Chez les malvoyants, c'est particulier. On va utiliser des noirs et blancs ou des bleus et jaunes ou 2 couleurs qui sont le plus contrastées possible. D'accord. Le graphiste, en fait, il va vraiment vous aider pas seulement à choisir des choses esthétiques, mais il va aussi simplifier, hiérarchiser, choisir quelle taille de typo je vais utiliser. Il faut vraiment, souvent les gens écrivent trop petit. Le minimum pour un module de formation, c'est écrire en typo 20. Plus petit, ça ne sert à rien, sauf si vous voulez vraiment que les gens ne lisent pas. Dans ce cas-là, on le met en plus petit. Comme le juridique au dos du contrat. Voilà. Très très bon exemple. Quand vous voulez que les gens ne le lisent pas, vous le mettez en tout petit et puis vous en mettez plein de textes. Comme ça, on n'a justement jamais envie de le lire. Voilà. Donc après, à l'écran, c'est important de caler les textes sur la gauche. Nous lisons de gauche à droite. Notre œil va aller de gauche à droite et c'est comme ça que la lecture va se faire le plus vite. Évidemment, si j'écrivais en arabe ou en cyrillique, c'est l'inverse. Je vais caler à droite parce que je lis de droite à gauche, inversement. Voilà. Toujours mettre les boutons au même endroit. Le graphiste son œil, il a l'habitude de faire ça tout de suite. Il va voir quand le bouton est pas au bon endroit. Tout reste simplifié pour l'apprenant pour que le message de la formation soit au centre. Et puis, le graphiste va essayer de vous trouver un univers plutôt sympa dans lequel l'apprenant va être embarqué. Que voilà, tout est possible. C'est un métier ultra créatif. Qu'on soit concepteur pédagogique ou graphiste, ce sont 2 créatifs qui se mettent ensemble et qui vont faire des trucs super, quoi. Je trouve que ça, c'est déjà génial, quoi. D'accord. Très bien. Merci, Carl. Je te remercie pour toutes tes recommandations judicieuses. Et j'espère qu'elles vont aider nos amis formateurs et tous les concepteurs pédagogiques. Et puis aussi leur donner l'envie de se former, de s'intéresser de plus près au design graphique, parce qu'il y a encore, comme tu le disais à l'instant, beaucoup à apprendre. Je vous remercie de votre écoute. Au revoir. À bientôt sur le podcast du Multimedia Learning de easylearnconseil.fr.